Est-ce que vous entendez bien dans la salle? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Oui. Un petit peu mieux? Pensez parler plus fort. Juste pour votre information, d'entrée de jeu, on va enregistrer la séance, mais pas la séance, la soirée d'information publique qui va être enregistrée pour votre information. Bonsoir à tous et toutes. C'est le fun vraiment de voir un grand nombre pour ce projet de règlement, cette soirée d'information. Je pense que c'est important pour l'ensemble des maires de prendre le temps en amont du règlement pour bien mettre les balises, pour bien expliquer le règlement qui pourrait être adopté ce soir. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, c'est l'aboutissement de plus de 2 années de travail pour notre organisation. Après plusieurs recherches auprès des différents territoires, plusieurs consultations de professionnels, de partenaires et de comités, nous sommes prêts à déployer un nouveau règlement d'abattage favorisant la conciliation des usages sur le territoire, facilitant l'initiation pour la production forestière et surtout adapté aux réalités de notre territoire. Le projet de règlement qui vous sera présenté ce soir comprend plusieurs modifications et ajustements qui ont été apportés dans le cadre de tout le processus de consultation des partenaires. Un grand travail a été effectué à la fin de la consultation publique de cet été afin de s'assurer que le projet de règlement réponde aux craintes et aux problématiques exprimées. Ce soir, le moment est venu de vous présenter l'information complète et précise pour une compréhension commune du projet de règlement. C'est aussi le moment parfait pour nous partager certains de vos questionnements qui demeureront. Dans le cadre du fonctionnement de la soirée d'information, je tiens à vous rappeler que le respect est toujours de mise pendant nos échanges. Les règles de prise de parole à la suite de la présentation, donc les questions, on va laisser M. Lebel faire la présentation. Puis, suite à ça, on va se garder une demi-heure de questions, si vous avez des questions, d'éclaircissement par rapport à la réglementation. Donc, une question à la fois par personne, d'un souci d'équité et de respect de l'ensemble des gens présents. Vous disposez d'1 minute pour poser vos questions. Passez ce délai. S'il n'y a pas de questions, nous vous demandons de céder votre place à la personne suivante. Donc, c'est vraiment pour éclaircir des points, poser des questions concrètes en tant que telles. C'est ça qui est possible pour vous. Pour vous poser vos questions, nous vous demandons de vous avancer à l'avant. Il y a un micro, afin que tous vous entendent adéquatement, parce que ça est disponible en ligne également. Donc, c'est pour ça que c'est important, l'usage du micro. Donc, merci beaucoup à vous tous de votre participation et de votre collaboration. Nous souhaitons une super de belle rencontre d'information. Je vous laisse à M. Lebel, qui est le directeur de l'aménagement, à vous présenter les grandes lignes du projet de règlement. Philippe. Merci beaucoup, M. Grimard. Est-ce que ça va? J'ai une voix quand même qui porte, tout le monde m'entend bien. Prends le micro pour... Prends le micro quand même. Pour ceux en ligne, ça va être plus facile. Parfait. Bon. Excellent. Donc, merci beaucoup, M. Grimard, pour le mot d'ouverture pour la rencontre de ce soir d'information. Je me présente, Philippe Lebel, je suis directeur de l'aménagement du territoire ici à l'AMC des Sources. Je travaille à l'AMC des Sources depuis 2015.
Donc, je connais très bien les rouages réglementaires. On a révisé aussi le schéma d'aménagement. C'est l'Université des sources là, en 2021 qui est en train de faire, mais c'était mon premier objectif. Puis ensuite, on met tout en place les différentes planifications du territoire. Donc, ce soir, je vais vous présenter, un peu cette information, le projet de règlement 283-2024 sur les activités forestières sur le territoire de la MRC. Donc, vous vous demandez sûrement pourquoi une révision réglementaire. Je pense que c'est. On ne s'invente pas dans une révision réglementaire ou dans la constitution d'un règlement sans avoir une raison valable et d'y aller. C'est quand même tout un travail. Comme a mentionné M. Grimard, plus de 2 ans de travail. Donc, d'abord, ce qui était remarqué, c'est la lourdeur administrative du règlement de 2008. Pour les producteurs forestiers, les professionnels de la foresterie et aussi les inspecteurs, on va vous présenter aussi un peu plus tard là, une lourdeur administrative. Donc, ce qui était souhaité, c'est d'alléger. Difficulté d'application. Donc, c'est un règlement régional qui est appliqué, donc délégué aux inspecteurs locaux, aux inspecteurs municipaux dans chacune des municipalités, qui ne sont pas des ingénieurs forestiers. Et quelques détails, dans le fond, le règlement actuel de 2008 est construit sur la base de pourcentage de volume de bois. Il n'y a pas de ressources aussi uniquement dédiées à la réglementation. Donc, ce n'est pas juste que c'est pas un ingénieur forestier, c'est que dans chacune des municipalités, ils doivent aussi de faire toute la gestion des autres permis, zonage, instituts environnementaux qui ont à faire dans leur tâche. Puis, il y a une incertitude aussi des propriétaires quant au seuil de coût par rapport au pourcentage. Donc, c'est une difficulté d'application un peu pour tout le monde. Voilà. Contrôle de l'abattage illégal, on a eu plusieurs cas, donc je ne peux pas ici vous les mentionner, ça reste des données nominales. On a plusieurs cas de contrôle de l'abattage illégal qui étaient difficiles. Donc, règlement difficile à appliquer. Aucun levier aussi de remise en état des lieux. Donc, souvent, on tombe dans des non-lieux où, en temps hors cours, mais dans lesquels on a quand même encore de la difficulté. Donc, on ne peut pas servir pour ceux qui font mal pour ça. Aucune mesure aussi qui vise le maintien de la vocation forestière du territoire. Voilà les grandes raisons. Les principes directeurs de la révision du règlement. Puis c'est des principes aussi qui ont été adoptés par le Conseil dans le début de la démarche. Donc, c'était tout d'abord de conserver la vocation forestière du territoire, d'assurer aussi une applicabilité du règlement, d'avoir une légèreté administrative, c'est payé, assurer une cohabitation harmonieuse, puis ajouter aussi toute la protection des milieux sensibles au forestier. Est-ce que ce serait possible d'enlever la. Voilà, excellent. Vous voyez mieux. Donc, on a fait ça aussi en cohérence avec nos planifications territoriales. Donc, comme j'ai mentionné, quand je suis arrivé, on a fait la révision du schéma d'aménagement. On a aussi révisé en total le plan de développement de la zone agricole. On a adopté aussi un plan d'adaptation au changement climatique et aussi adopté un plan régional des milieux humides et hydriques. Tout ça, dans un souci de cohérence, a influencé nécessairement notre travail dans le contexte de la révision du règlement de l'abattage. Les étapes aussi, tout le cheminement à travers ces 2 années-là. Donc, on a commencé en 2022, toute l'étude des règlements, c'était plutôt à travers tout le temps, on ouvrait fréquemment des règlements des territoires connexes, territoires de d'autres régions, pour voir qu'est-ce qui se faisait. Puis, on ajustait aussi avec nécessairement une réalité locale, ça doit être ajusté. L'écriture du projet de règlement qui a été fait aussi à travers une longue période. Des rencontres aussi d'un comité technique travailler, donc on souhaitait des gens du milieu de la forêt, donc on avait le syndicat des producteurs de l'eau qui était présent, on avait la PACAF ici, qui est l'organisation qui s'occupe du plan de développement de la zone agricole, on avait Domtar qui était présent, les groupements forestiers, donc puis M. Bernier en était aussi assuré un compte de présidence qui était présent aussi à la table, qui a suivi toutes les délibérations, puis on a suivi article par article le projet de règlement. Ensuite, on a fait des rencontres avec les inspecteurs municipaux. Je pense que c'est important, c'est eux qui appliquent sur le terrain. Il fallait qu'ils puissent se comprendre, il fallait qu'ils puissent nous parler aussi de leur situation qu'ils vivaient avec le règlement 2008. Donc, nécessairement, leur avis était aussi important.
Puis, on a aussi fait des rencontres avec des ingénieurs forestiers indépendants qui ne sont pas actifs sur le territoire de la MRC des Sceaux pour avoir un regard externe par rapport au règlement. Puis, c'est venu aussi ajouter, en fait, de nous rassurer sur l'objectif du règlement. Bon, ensuite de tout ce travail-là, les étapes plutôt légales dans lesquelles le règlement s'inscrit dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, il y a eu d'abord une rencontre du comité consultatif agricole en mai, une adaptation du projet de règlement pour rendre public, pour qu'on puisse finalement rendre public, parce que tout ce qui était fait avant était juste dans les mains du comité, mais on voulait rendre public, mettre au jeu le projet de règlement pour recevoir ensuite des avis. On a fait aussi une rencontre après l'adoption du projet de règlement avec le syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec pour avoir encore quelques avis. Consultation publique officielle qui s'est faite le 18 juin, dans laquelle il y avait à peu près le même nombre de personnes. Il y avait 30 à 40 personnes qui étaient présentes. Puis, on a même ouvert une autre possibilité qui n'est pas à la loi, mais on voulait avoir aussi des avis écrits, des mémoires, laisser plus de temps aux organisations de prendre connaissance du règlement. Donc, on a fait un appel aux avis, que ce soit par courriel ou des avis formels adoptés par les différentes instances. On souhaitait avoir des écrits aussi pour pouvoir. Parce que des fois, en consultation publique, les gens viennent nommer des choses, mais d'avoir par écrit, c'est bien aussi pour pouvoir s'inspirer et comprendre aussi leurs préoccupations, pour pouvoir ajuster. En parallèle, j'ai mis en bas, peut-être que vous ne voyez pas, là, mais on a mis sur une plateforme de demande en ligne pour les outils de vulgarisation, et aussi des outils de vulgarisation qui vont dérouler suivant l'adoption du règlement. Donc, on a fait aussi des tests sur la plateforme. On va pouvoir vous illustrer par la suite pour faciliter l'application, rendre ça plus légèrement administrativement. Voilà. Et bon, c'était la date limite de dépôt, c'était officiellement le 5 septembre. On a continué à recevoir des avis. Oui, on les considérait tout le monde. Donc, j'ai bâti la présentation pour vous présenter parce que souvent, il était question, bon, il y a un règlement qui est actuellement en vigueur, on souhaite le réviser, mais tout au long, je vais vous présenter les changements par rapport à ce qui est actuellement en vigueur depuis 2008. Donc, je pense que ça va être très éclairant pour vous suivre la présentation. Et je vais aussi présenter, puis je vais vous les mentionner, les ajustements qui ont été faits suite au projet de règlement, qui n'étaient pas encore rendus publics parce qu'on y travaillait. On avait déjà reçu, dès qu'on était revenu des vacances, on avait tous les avis, on travaillait déjà sur des ajustements possibles au règlement. Donc, pour comprendre d'abord le règlement de 2008, il était basé, je l'ai mentionné tout à l'heure, sur un pourcentage de volume de bois. L'actuel règlement qui est proposé, c'est basé sur le nombre de tiges. C'est un élément important parce que le volume de bois, on va regarder plus tard, c'est une notion qui est plus comprise au niveau des techniciens forestiers ou des ingénieurs forestiers. Puis le commun des mortels, un pourcentage de tiges qui n'est pas un professionnel de la foresterie, il peut avoir quelques connaissances, mais ne comprend pas, aussi bien que peut le comprendre un professionnel. Donc, d'y aller par nombre de tiges, même pour les inspecteurs, pour les suivis après ça, après des travaux, mais c'est plus simple. Donc, on base le règlement sur le nombre de tiges, puis on vous a même fait un peu de décalage cet après-midi pour vous illustrer. Les tiges sont assujetties au règlement. C'est 9 cm diamètre hauteur poitrine à 1 diamètre hauteur poitrine. On dit 1,3 m du sol. Donc, c'est les arbres, là, si vous les voyez, de cette dimension-là qui sont assujettis au règlement. Tous les autres qui sont en bas ne sont pas considérés comme des tiges au sens de la compréhension du règlement. Okay? Fait que voilà un des premiers changements importants. Donc, on déroule. Peut-être que vous ne voyez pas très bien les écritures, mais je vais y aller au fur et à mesure. Donc, en 2008, c'était toute superficie forestière en milieu rural était concernée par le règlement. Que vous ayez un 500 mètres carrés sur votre terrain, c'était considéré dans le règlement. Si vous étiez un terrain en villégiature ou un terrain en îlot déstructuré, vous aviez un bout boisé, c'était dans le règlement. On est venu ajuster pour considérer les propriétés où il y a des activités forestières. La loi dit pour être un producteur forestier, c'est 4 hectares. On est venu ajuster donc un boisé de plus de 4 hectares. Donc, c'est déjà un avancé. Il y a peut-être plusieurs situations de particuliers qui sont plus considérées par le projet de règlement. C'était basé aussi en 2008 sur le pourcentage de volume de bois, nécessite un professionnel forestier.
Pourcentage de tiges en 2024 qui est proposé, qui ne nécessite pas nécessairement un ingénieur forestier pour comprendre. Voilà. Ensuite, en 2008, je vais vous l'illustrer, on avait des formulaires de déclaration qui étaient longs et sous format papier, n'étaient pas électroniques. En fait, il fallait l'imprimer, aller ensuite au bureau municipal, le faire valider par l'inspecteur municipal, ensuite signer la ronde de signature, il fallait qu'il soit bien rempli, sinon c'était retourné. Tout ça était sous format papier. Je vais vous le présenter. Donc, ça, c'est le certificat d'autorisation. Aux déclarations. Déclaration pour abattage d'arbres. Donc, on a 6 sections. Oui, ça prend une autre. Donc, on a 6 sections sur 2 pages, 3 pages même, dans lesquelles il y a au moins en moyenne 5 questions par section. Donc, faites le calcul. C'est quand même long et fastidieux. Ici, de déclaration. Tout ça a été enlevé en 2024. Donc, on n'a plus de formulaire de déclaration. Terminé pour ce qui est proposé. Puis on veut les faire simplifier. C'est électronique. On va vous présenter aussi la plateforme par la suite. C'est immédiat, donc si vous connaissez votre numéro de lot, puis comme c'est électronique, avec les numéros de lot, on est capable de rentrer rapidement les noms. On veut juste savoir quand est-ce que vous allez faire la courbe. Puis si vous êtes en bas du seuil, la déclaration est immédiate, vous la recevez soit par courriel, ceux qui ont des courriels. Donc c'est très rapide. La même chose pour les certificats d'autorisation. Donc, c'est quand on rentre dans des permis officiels au niveau municipal. Donc, le certificat d'autorisation est simplifié et aussi électronique. Donc, pour ceux qui faisaient des demandes de permis d'abattage d'arbres, il y a une prescription syndicale dans le règlement de 2008. La même chose, mais là, on faisait un autre formulaire qui s'apparentait à une prescription syndicale, dans lequel le propriétaire et son ingénieur forestier devaient encore une fois remplir les mêmes informations qui souvent se retrouvent à la prescription syndicale. Ça va être rempli encore une fois papier, il fallait que ce soit signé, la ronde il fallait que ce soit bien rempli. Donc, tout ça aussi a été éliminé. Donc, on se retrouve avec plus de formulaires papier. Dans le fond, on est rendu plutôt de façon électronique et simplifiée. Et la prescription syndicale à la demande de permis, c'est celle qui fait l'objet du document qui est déjà à fournir à l'inspecteur. Puis, voilà, on passe ensuite à la demande. On va prendre des questions à la fin. Parce que je pense que ça intéresse tout le monde, parce que moi, ça fait 35 ans que je juge. Ma municipalité ne m'a jamais demandé de document à remplir comme ça. Le référé. Oui, depuis 2008. Et même avant. J'ai toujours touché un contingent, soit par année ou par 2 ans. La municipalité ne m'a jamais demandé de papier comme tu expliques. C'est du poids tombé par le vent. Ben, ça dépend aussi de votre situation. Ça ne veut pas dire que votre situation, le règlement s'applique, mais on va y revenir par rapport aux différents sites. Mais si vous faites du charge fréquemment dans votre boisé, il aurait fallu avoir un lien avec votre inspecteur. Dans la coupe sélective, tu n'as pas avoir un ingénieur qui va faire les 4 points. Tel que mentionné au début de la rencontre, on va laisser le professionnel expliquer l'ensemble du règlement. Ensuite, on va prendre le temps de répondre à l'ensemble de vos questions. On a un temps pour ça. Et peut-être ça va vous répondre à vos questions, la présentation à tête. Donc, pour le bon déroulement de la rencontre, j'aimerais que Philippe puisse poursuivre. Parfait. C'est cool. Donc, si je vous présente en 2008, le règlement qui est actuellement en vigueur, de haut en bas, c'est l'intensité de type de coupe. Peut-être que vous avez aussi éclairé votre situation particulière. Donc, en 2008, il n'y avait pas de déclaration ni de certificat d'autorisation si on fait moins de 10 du volume sur notre terrain. Ensuite, il y avait une déclaration obligatoire. Il y a une déclaration obligatoire si on coupe entre 10 à 40 du volume. Il y a un certificat d'autorisation à plus de 40 du volume de l'eau. Encore là, il faut comprendre la notion de volume. Donc, tout ça, cette compréhension-là nécessite un professionnel forestier. La proposition 2024, pas de déclaration ni de certificat d'autorisation si on coupe moins de 10 des tiges sur son lot, sur une période de 17. On va revenir. Déclaration obligatoire entre 10 à 30 des tiges. Ajustement proposé pour les plantations, on montrait le seuil à 40 des tiges. Pas nécessaire, en fait, on rentre dans 10 à 40 des tiges. On fait simplement une déclaration de travaux.
comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est immédiat, c'est fait de façon électronique. Donc, de juste mentionner quand est-ce que vous rentrez au bout, c'est immédiat. 15 minutes après, vous pouvez arriver avec votre ça et aller toucher dans les contextes de déclaration. Cette partie-là ne nécessite pas d'ingénieur forestier, on ne demande pas de prescription syndicale, c'est simplement déclarer que vous êtes en forêt. Et le nombre de titres qui font par tout le monde, en fait, par pas mal tout le monde, c'est assez plus facilement compréhensible qu'un pourcentage de volume de l'eau. Le certificat d'autorisation à plus de 30 des titres, et puisqu'on a fait une exception, on propose une exception pour les plantations, ce serait à plus de 40 des tiges en plantation. Si on fait des travaux qui sont plus importants sur une superficie, donc soit en forêt naturelle ou en plantation, c'est les seuils qui sont des équivalents de 2008 en pourcentage volume, pourcentage de tiges. Donc voilà. Et dans des travaux plus importants, dans lesquels ils se déroulent sur des superficies de plus de 10 hectares, il est demandé en fait de transmettre à la fin des travaux un rapport d'exécution des travaux qui ont été réalisés. Et aussi une proposition d'ajustement pour les milieux humides. Pour les milieux humides, en fait, dans le projet de règlement, c'était mentionné pas plus de 30 Maintenant, la proposition, ce serait de permettre plus de 30 mais comme on rentre dans des prescriptions sylvicoles, pour ce qui est des milieux humides, si on fait des travaux sur plus d'1 hectare de milieux humides, il y aurait aussi un rapport d'exécution qui devrait être produit à la fin des travaux. Ces parties-là de la proposition réglementaire, ça nécessite un ingénieur forestier. Puis souvent, on rentre dans des travaux qui sont subventionnés. Donc, pour passer plus rapidement, on a fait quelques illustrations des situations. Donc, ici, c'est la situation par période de 10 ans où il n'y a aucune autorisation qui est nécessaire, ni permis municipaux. Donc, des abattages permis sans déclaration d'autorisation, moins de 10 des tiges ou moins de 10 de la superficie à vocation forestière. Donc, ce qui est même aussi proposé, ce serait d'y aller avec 2 options de coupe possibles, soit uniformément réparties sur le lot, sur la parcelle, ou dans le fond, ça peut être aussi concentré. Donc, il y aurait un maximum de à ce moment-là pour éviter, parce que si c'est à moins de 10 de la superficie, les lots qui font plus de 40 hectares, donc on grossirait la quantité de trouées qui serait faite. Donc, la proposition, ce serait d'y aller avec des superficies de trouées concentrées de moins de 4 hectares. À 10 de la superficie. Ensuite, déclaration requise, déclaration sans frais qui est associée dans la ligne, donc c'est simplement mentionné que vous allez couper en forêt. Donc, lorsqu'on est dans le seuil de 10 à 30 des tiges ou pour les plantations, 10 à 40 Encore une fois, dans ce cas-ci, on irait uniformément réparti sur plus de 10 de la superficie à vocation forestière et on revient aussi sur la période de 10 ans, qui est une période souvent de durée d'un plan d'aménagement forestier. Certificat d'autorisation requis, donc c'est un permis municipal officiel, un délai aussi de 30 jours pour l'émission du permis. C'est un envoi par courriel que les propriétaires recevraient ou les professionnels forestiers qui s'occupent des travaux. Et encore une fois, c'est la plateforme en ligne où on irait simplement déposer la prescription sylvicole. Donc, plus de 30 des tiges ou plus de 40 dans les tiges en plantation, sur plus de 10 de la superficie à vocation forestière. Encore une fois, rapport d'exécution, si les travaux se déroulent sur plus de 10 hectares. Et en milieu humide, c'est plus d'1 hectare. Et encore une fois, par période de 10. Ensuite, pour ce qui est la fameuse entente avec les voisins, on avait eu le commentaire dans les avis écrits, puis on les a eu aussi par la suite. C'était déjà en vigueur depuis 2008. Donc, obligatoirement, lorsqu'on voulait couper dans les bandes de protection des voisins, il fallait avoir une entente avec les voisins. Il fallait avoir un ingénieur forestier, donc il fallait une entente officiellement. Ce qui est proposé en 2024, c'est d'y aller par un simple avis aux voisins. Donc, ce qui permettrait aux voisins, il n'y aurait pas de droit de vie ou de mort sur les travaux qui restent réalisés. C'est simplement lui laisser le temps de réagir parce qu'en vertu du Code civil, un voisin peut demander de tirer la ligne. Où est-ce qu'elle est, la ligne de l'eau? En milieu rural n'est pas toujours clair. Mais là, ça lui permet de réagir dans 15 jours. Je veux juste m'assurer où la ligne, puis ensuite, on va faire tes travaux. Et s'il ne réagit pas, les travaux peuvent se dérouler quand même. Ou de s'entendre à l'amiable avec un voisin. Il peut y avoir des situations particulières entre voisins où il y a des ententes à l'amiable. Mais simplement de notifier à la municipalité
il y aurait en fait un avis qui a été notifié au propriétaire et la demande de permis peut suivre par rapport au document. En 2008, la mise en culture des sols était impossible. Donc, pour les agriculteurs qui sont aussi propriétaires de boisés, qui avaient des parcelles en friche, se sont reboisés avec le temps. Donc, le règlement sur les exploitations agricoles mentionne la reconnaissance de parcelles possibles ou l'échange de parcelles. Mais du moment où on se trouvait avec des boisés sur les terres qui avaient ces dimensions-là, en 2008, c'était plus possible de remettre en culture les terrains. Donc, ce qui est proposé en 2024, c'est d'ouvrir la possibilité de mise en culture des sols pour aller en lien avec ce qui est déjà en vigueur avec le règlement sur les exploitations agricoles pour être en cohérence. Parce qu'il y aurait pu arriver une situation dans laquelle le producteur agricole, devant une fois, va demander ses permis en environnement, il arrive à la municipalité pour abattre les arbres, puis le règlement l'empêcher. En 2024, ce serait ici d'ouvrir la possibilité. Donc, on a mis des critères de possibilité pour les mises en culture. En 2008, les bandes riveraines étaient de 20 mètres pour les cours d'eau permanents, 10 mètres de cours d'eau intermittents. C'est proposé en 2024, bande riveraine de 10 mètres. Et on a conservé un 20 mètres pour les rivières et plans d'eau d'importance. C'était moins de 10 des cours d'eau sur notre territoire, tandis qu'à l'époque, 20 mètres de cours d'eau permanent, c'était beaucoup plus. On n'a pas fait le calcul, mais c'était beaucoup plus. Donc, ici aussi, un allègement. En 2008, il y avait des notions de protection des érablières exploitées par des bandes de protection, que ce soit chez le voisin ou même chez toi. Donc, ici, en 2024, il n'y a pas de disposition particulière pour les érablières exploitées. Donc, en 2008, il y avait aussi des notions de protection des chemins publics de 30 mètres. On était à 40 de volume, des cotes majeures permises. L'ajustement, en fait, on a encore des bandes de protection des chemins publics, 30 des tiges qui est l'équivalent, récolte majeure et des plantations permises. Donc, ici, on avait il y a eu une ouverture du conseil à ce que pour les plantations, les bandes de protection des voies publiques pourraient être récoltées parce que c'est des investissements publics qui ont été faits à travers le temps et aussi du propriétaire nécessairement qui investit du temps. Donc, ce serait l'ouverture pour les plantations, une coupe totale pour être réalisée. Ce qu'on veut juste assurer par la suite, c'est que la vocation forestière serait maintenue. On peut retrouver un boisé par la suite, là, soit replanté ou qu'il y ait une régénération naturelle qui s'y retrouve pour le maintien de la vocation forestière. Donc, il y a aussi la notion de récolte majeure en 2008, concernant le chablis, la flotte, les infestations, arbres nature. Ajustement pour les récoltes majeures, chablis, la flotte, infestations, arbres endommagés. Puis, c'était aussi pour s'ajuster avec ce qui est permis à la loi sur la qualité de l'environnement par rapport à la récolte, exemple, le long des cours d'eau, suite à un chablis, de l'infestation. Les coupes de récupération de l'assainissement. Donc, mesures, ici, je présente les mesures générales de bandes de protection. Je vais présenter par la suite les cas particuliers des bandes de protection pour la section du projet de règlement. Donc, mesures générales dans les bandes de protection, 30 des tiges par 10 ans uniformément réparties. Pour les plantations, comme le taux était ajusté, là, le seuil, on revient avec le taux de 40 des tiges pour les plantations, à l'exception des récoltes majeures, qui ont été mentionnées tout à l'heure, puis certificat d'autorisation requis qui nécessite une prescription de silicone dans le cas des récoltes majeures. Encore une fois, dans les mesures générales de bande de protection, ce qui est souhaité, en fait, c'est une coupe uniformément répartie, mais non pas concentrée. Ici, le long d'un cours, c'est un exemple. Donc, on souhaite une coupe uniformément répartie dans les bandes de protection. Bande de protection des voies publiques, plus spécifiquement, donc, on est à 30 des tiges par 10 ans uniformément réparties, 40 des tiges pour les plantations, mais les récoltes majeures sont autorisées et la récolte totale des plantations serait permise. Ça, c'est un ajustement par rapport au projet de règlement qui a été déposé. Donc, il y aurait une possibilité d'aller récolter sa plantation. Voisin, je l'ai déjà mentionné, on est à un avis au voisin 15 jours avant la coupe, ce qui n'empêche pas la coupe. L'entente qui était en vigueur, qui est en vigueur présentement, ben, si elle n'est pas entendue avec le voisin, ça empêche. Donc, ici, c'est simplement un avis. Bande de protection riveraine, 30 des tiges par 10 ans uniformément répartis, les récoltes majeures sont autorisées, 40 des tiges pour les plantations. Donc, que ce soit, j'ai mentionné, cours d'eau réguliers,
et à 10 mètres, alors on était souvent à 20 mètres, c'est un cours d'eau permanent. D'ailleurs, la notion de permanence et intermittence n'existe plus. Tout cours d'eau, soit intermittent ou permanent, est un cours d'eau au sens de la loi. Donc, ça, c'est un ajustement, mais on vient de mettre à 10 mètres. On a conservé 20 mètres par rapport aux rivières importantes ou lacs, par exemple, les 3 lacs, les grands lacs d'importance qui ont été identifiés au plan régional des milieux dénigrés, comme étant vulnérables par rapport aux grandes rivières. Pour continuer dans certaines notions qui touchent son environnemental. Donc, en 2008, il y avait une disposition sur la protection des zones inondables qui est exigée, c'est des coupes qui se passent uniquement en hiver, qui conservaient 70% des tiges. En 2024, conserver 70% des tiges. On suggérait d'exclure les plantations. Donc, les plantations en zone inondable peuvent être récoltées comme elles font l'objet d'investissements publics, d'investissements aussi des propriétaires. Mais les plantations seraient exclues, puis il n'y a pas de notion de coupe uniquement en hiver. À la mi-longue, ça peut être ça. Protection des pentes fortes au règlement 2008, pas plus de 33% du volume, récolte majeure permise. En 2024, 30% du nombre de tirs. Les récoltes majeures sont permises aussi dans les pentes fortes. Pour ce qui est des écosystèmes forestiers exceptionnels, il n'y avait pas cette notion-là au règlement de 2008, pas que ça n'existait pas, mais c'était pas dans les. En fait, je pense qu'en 2008, ça n'existait pas cette notion-là, et ça arrivait avec 2030. Peut-être que je me trompe, mais bref, ce qui est souhaité, dans le fond, c'est simplement de ne pas avoir des conversions d'usage dans les écosystèmes forestiers exceptionnels. Une foresterie pourrait se dérouler en s'assurant de maintenir les attributs pour lesquels le boisé est reconnu comme exceptionnel. Il y en a eu quelques-uns à travers le territoire. Habitat du sol de Virginie, c'était déjà une mesure qui était prévue au règlement 2008. C'était simplement mentionné de conserver les débits au sol pour s'ajuster, dans le fond, aussi avec ce qui est au schéma d'aménagement. Ce qui est proposé, c'est de conserver des îlots lors de coupe totale. Donc, c'est simplement en coupe totale que la disposition s'applique. En coupe régulière, coupe de jardinage, la disposition, en fait, n'est pas prévue pour ça. Lors de coupe totale, c'est de conserver des îlots. On exclurait les plantations, une proposition aussi des plantations dans l'habitat du sol de Virginie pour être récoltées entièrement sans même avoir à respecter les critères de conserver des îlots. Puis, si le plan d'aménagement de la propriété prévoit une situation particulière pour le sol de Virginie, une planification pour le sol de Virginie, on pourrait y déroger. Ça fait simplement assurer ici qu'on va planifier des travaux en fonction de l'habitat du sol de Virginie. Au règlement 2008, on continue dans les mesures environnementales. Aire de concentration de oiseaux aquatiques, c'est simplement coupe interdite, coupe prohibée. Donc, pas de coupe dans ces boisés-là. Au règlement 2024, peut-être la coupe, essentiellement des habitats aquatiques, c'est rare qu'il y ait des forêts, mais des fois, dans les bandes, il peut en avoir. Coupe interdite ou récolte majeure permise. Donc, même en 2008, on ne permettait pas les récoltes majeures. Donc, coupe de récupération, on pourrait le faire maintenant avec la réduction très réglementaire. Habitat du remusqué, même chose, coupe interdite. Donc, sensiblement la même chose, là, les coupes de récupération seraient autorisées au règlement 2009. Pour les éronières, en 2008, il y avait la notion de bande de protection de 15 mètres de toutes les éronières, les coupes sanitaires uniquement en hiver. Il n'y a pas cette notion-là au règlement de 2024 pour ce qui est des éronières. On a ajouté par contre la protection de la polémoine de Van Brun, qui est une plante endémique extrêmement rare. On a 5 mentions dans la région. Donc, quand on dit plante endémique, c'est qu'elle n'existe nulle part ailleurs dans le monde que dans notre région. C'est quand même assuré. On se sentait quand même une responsabilité par rapport à ça. Ce qui est simplement souhaité pour la polémoine, c'est d'éviter les chemins forestiers et la machinerie dans un rayon de 20 mètres pour cause d'influence. Et en plus, on ajoute la possibilité que ce soit la MRC qui vienne faire l'inventaire de la polémoine. Donc, je peux aller trouver où est la polémoine sur votre territoire. Continuer dans le fond, dans la voirie forestière au règlement 2008, il y avait des chemins de 20 à 30 mètres de largeur. Ça a été réajusté de 13 à 20 mètres de largeur pour suivre les guides de système pratique. C'est des chemins quand même très larges. 20 mètres, c'est plus large que le boulevard de Simoneau. Avant de faire les travaux, c'est même plus large que ça. Je pense qu'il était à 15 mètres du boulevard Simoneau. C'était quand même des grands chemins. Donc, on vient s'ajuster là, 13 mètres, on va le voir plus tard pour les terrains forestiers habituels, puis 20 mètres pour les plus grandes superficies, exemple
des terrains de plus de 250 hectares. Donc, le drainage forestier en 2008, c'est plus une notion qui est présente dans le règlement de 2024. C'est ajouté, c'est la limitation des orniérages de 25 dans les sentiers de pilotage et pour aussi les mesures environnementales. On a ajouté, parce que c'était un principe directeur, le maintien de la vocation forestière. Entre autres, il y a la remise en état qui devient exigible suite à des travaux au titre d'abattage illégal. Donc, on vient s'ajouter une possibilité de demander une remise en état pour le maintien de la vocation forestière. Et s'assurer aussi qu'après des travaux majeurs, on retrouve une forêt qui revient soit par la plantation ou le reboisement ou la régénération naturelle. Au règlement de 2008, il y avait des sanctions administratives. Donc, une proposition d'ajustement aussi, ça avait été absent, mais on revient avec la notion de sanctions administratives qui sont moindres que les sanctions pénales prévues obligatoirement à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, les sanctions administratives, ça fait en sorte que si quelqu'un fait une omission de transmettre le document, les pénalités sont moindres. Ou si il fait une déclaration de mauvaise foi, les pénalités sont moindres que celles qui étaient prévues à la loi. Donc, c'est une possibilité. On a des sanctions administratives à notre règlement. Les sanctions pénales, c'est des sanctions dans lesquelles toutes les MRC qui ont des règlements d'abattage d'arbres n'ont pas le choix de s'inscrire. Et la loi pourra continuer à évoluer en fonction des pénalités qui sont exigées, en fait, qui sont obligatoires d'après le gouvernement du Québec. Donc, les sanctions pénales qui sont prévues à la loi. Pour résumer, les notions de voirie forestière, donc largeur à 13 mètres, 20 mètres pour les grandes exploitations forestières. Ce qui est souhaité, c'est une gestion aussi des sédiments, de l'hydrologie dans la voirie forestière. Disposition aussi sur l'orniérage, une remise en état qui est exigée suite à des ornières, beaucoup importante, et à plus de 25 Et j'en ai terminé avec ma présentation. Ce serait maintenant le temps d'avoir des questions que vous adressez d'abord à M. Clément. Ensuite, vous pouvez répondre si c'est plus. Et vous avancez au micro si possible, mais on peut conclure. Tu vois, je peux faire ça va aller. Donc, on se présente. Après ça, on a 1 minute pour poser notre question. Et 1 question par personne. Oui, André Roy, je suis président du syndicat de l'Auditeur forestier du Sud du Québec. J'aimerais prendre 30 secondes pour vous donner certains mythes. On parle d'investissement de l'État pour les plantations, mais je dirais que c'est 20 à 25 des travaux de récolte qui se font dans des plantations. Il y a beaucoup plus de terrains qui ont reçu des investissements de l'État, par exemple des traitements précommerciaux, des éclaircies commerciales, où on fait des travaux actuellement, puis qui ont reçu des subventions de l'État. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on traiterait les plantations différemment des autres peuplements. Si c'est 40 des tiges dans des plantations, ça devrait être 40 dans les autres peuplements, au moins ceux qui ont reçu des investissements de l'État, si c'est ça la logique. Deuxièmement, le 30 par rapport à 40, ce n'est pas 10 Moi, si j'ai le droit de couper 40 des tiges, j'ai le droit d'en couper 33 et un tiers de plus que le 30 Donc, ça devient, c'est la différence. Là. Moi, j'ai toujours prétendu que dans le peuplement à nous, là, il faut 40 pour récolter au moins la croissance forestière. Et à 30 on n'y arrivera pas dans nos types de peuplement. Et ma question là, pour les élus, c'est pourquoi on ne prend pas le temps. Parce qu'il y a encore un certain nombre. Moi, les améliorations, là, je suis pour, je veux dire, bravo pour les améliorations qu'on a, là, mais il reste un certain nombre d'irritants qu'on pourrait aplanir si on se concertait encore et qu'on attendait pour adopter le règlement. Êtes-vous d'accord pour qu'on prenne quelques mois de plus pour qu'on aplanisse ces difficultés-là, puis qu'on s'entende sur un règlement consensuel? Ça fait déjà 2 ans qu'on a des tables de travail, des commissions en tant que telles, qu'il y a un travail qui est fait en profondeur pour avoir l'ensemble du règlement en tant que tel. 2 mois de plus? Pour nous, le travail a été fait, puis on a fait plus que qu'est-ce que les règlements, les lois nous obligent de faire. On a reçu des mémoires, on en a tenu compte en tant que tel, des mémoires également. On a consulté des experts externes en tant que tel, qui ont
On s'est comparé avec les autres MRC par rapport aux règlements qui s'appliquent sur l'ensemble de plusieurs territoires. Donc, pour nous, je pense qu'on a un bon règlement pour l'ensemble des usages au niveau forestier. Bonjour, moi c'est Pierre Girard. Excusez de t'avoir coupé tantôt. C'est parce que j'ai de la misère à suivre parce que moi, comme je te disais, ça fait 35 ans que je bûche, je fais de la coupe sélective. Puis jamais personne ne m'a rien demandé. Puis mon bois, tu peux venir le visiter, il est très, très bien entretenu. Là, tu es en train de me dire qu'il va falloir que je compte les tiges. C'est qui va venir compter les tiges? Un technicien forestier? Pour dire comment j'ai de territoire à bûcher, c'est qui va me le dire? Combien je peux en couper? Est-ce que tu peux répondre? C'est votre question? Oui. Parce qu'à 3 500 $ pour une vanne de 12 pieds, mais je vais payer un ingénieur forestier, je vais payer mon fioul. Ça ne me donne rien d'aller au bois et de l'entretenir. Ça fait 35 ans que je fais l'entretien de cette terre-là. Aujourd'hui, tu me dis que je ne suis pas correct. C'est pas ce que je mentionne, c'est simplement que depuis 2008, mais là, c'est quand même en pourcentage de volume. Je dirais que pour ce qui est de compter vos tiges, c'est à vous qu'on fait confiance par rapport à la déclaration. La déclaration, c'est en ligne. Vous faites simplement une déclaration à la municipalité. L'inspecteur le reçoit immédiatement lorsqu'il rentre au bureau. C'est immédiat, là, on ne remet pas en question. Il pourrait vous décider, donc c'est une possibilité pour l'inspecteur. Est-ce que je veux dire par échantillonnage, puis lui va. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que c'est de bonne foi, c'est un acte de bonne foi que vous faites, mais c'est gratuit. Est-ce qu'on va avoir des frais liés à ça? Il n'y a pas de frais. C'est gratuit. Vous faites votre déclaration. Si vous êtes en bas du 30 des tiges uniformément répartis ou 40 pour les Parce que comme je te disais tantôt, c'est du bois tombé par le grand vent souvent qu'on va ramasser. Il y a des arbres, quand ils sont matures, il faut se dire qu'un sapin, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais la vie d'un sapin est environ 50 ans. Puis un épinette, 80 ans. Fait que tu n'as pas le choix, il faut que tu les récoltes à un moment donné ou un autre. Ou bien ils sèchent puis ils tombent. On a juste à regarder sur le bord de nos voies publiques, là. Moi, je trouve qu'on a déjà un manque d'entretien là. Merci. Moi, vous êtes mon maire de Wotton. Les tailles de trembles ont été coupées sur le bord du chemin. Les trembles sont restés là puis sont pris dans la terre. Ça peut être très dangereux. Puis je trouve que nos municipalités devraient s'occuper de leur côté de chemin avant de s'occuper de nos boisés. Merci de votre commentaire. Bonjour, je m'appelle Paul Roy, je suis représentant de La Forêt, service forestier. Juste pour bien comprendre, là, je vais vous donner un exemple, là. Je vais l'illustrer. J'ai 6 hectares qui ont été traités par le passé. Tu sais, ça se rapporte à moi ou ça se rapporte à plein de producteurs. Qui ont été traités, par exemple, pour une éclaircie précommerciale. J'ai fait ça, moi, ce traitement-là. J'ai eu une subvention de la part de l'Agence de mise en valeur. J'ai traité ça. C'est rendu mature. Ben, en tout cas, je suis prêt à récolter une partie. Je vois bien que pour ne pas avoir de déclaration, je vais récolter 30 des tiges. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, je vais avoir plusieurs petites questions, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'imagine que je vais récolter la croissance de mon éclaircie précommerciale? Votre cas spécifique, c'est en plantation en forêt naturelle, ça serait. C'est une éclaircie précommerciale. Vous savez ce que c'est qu'une éclaircie précommerciale? On n'interdit pas du tout les cas qui sont au-dessus. Non, c'est ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous pensez sincèrement que ça respecte la croissance de mon peuplement? Selon les avis d'un. Je pense qu'il n'y a pas de bois qui va se faire. En rendement soutenu, pas de. J'accorde ça à 30 on est rendu là. J'en ai pour 10 ans à ne pas récolter là-dessus si je ne veux pas avoir de déclaration. Je m'en vais dans un autre peuplement, je fais ma déclaration. Il arrive un débit, un restant d'ouragan. Puis la place où j'avais envisagé de faire mes travaux, ben, ça se trouve un peu trop mouilleuse. Fait que je décide d'aller récupérer ce qui est tombé par le vent dans ma coupe d'éclaircie précommerciale. Ce que je vous dis, c'est qu'il va falloir attendre 30 jours avec une déclaration obligatoire pour récupérer 3-4 arbres. Les déclarations sont immédiates. Non, non. Les Ça déclarations. va prendre un certificat d'autorisation parce que là, il faut être rendu au-dessus de mon 30 là. Pour aller chercher 3-4 arbres, ça va me coûter combien, ça? Est-ce que c'est la MRC qui va payer pour aller récupérer 4, 5, 6 arbres? Ben, ça fait du sens. Et pourtant, l'État investit là-dedans. Hein? Là, ce que vous me dites, c'est qu'avec ce que vous faites, il y a réellement du bois qui va se perdre. Alors que l'État investit. C'est ça que je comprends.
Ben, c'est pas depuis 2008, puis ça a jamais quasi quelconque. Non, on était à quoi? L'ancien règlement est à 30% des tiges. Donc, l'ancien règlement était déjà là en 2008, en tant que tel. C'est pas ce que je demande. Ce que je demande, est-ce qu'on était à 30% des tiges dans l'ancien règlement? Puis une fois que j'ai récolté 30% des tiges, est-ce que je vais être obligé de demander un certificat qui va me coûter une fortune pour aller récupérer 3-4 arbres de plus? On va répondre à votre question, on va l'analyser, on va répondre à votre question. Merci. Bonsoir. Bonsoir, je me nomme Hugues Baudouin. Je suis président de la coopérative La Forêt. On a un peu plus d'une centaine de membres que je représente sur le territoire de la MRC des Sources. C'est moi le vilain qui va parler plus d'argent. Dans le fond, bien que je comprenne très bien ce qui a été illustré ce soir, au-delà des problématiques de sylviculture, parce qu'il y a des trucs là-dedans qui sont plus sévères que ce qu'on a dans nos scènes pratiques, on va parler des coûts. Dans le fond, ce que je comprends, puis corrigez-moi si je me trompe, mais il n'y a pas d'étude d'impact économique qui a été faite sur la rentabilité ou le portefeuille des producteurs, à ma connaissance. Et pourquoi il n'y en a pas eu? Je ne sais pas, mais nous, on aurait aimé ça travailler là-dessus pour être capable de venir démontrer à l'Assemblée des maires ou aux personnes qui s'occupent du dossier que cet impact financier-là peut être important. Il y a des pertes économiques pour mes membres dans les bandes de protection. Il y a des coûts supplémentaires qui peuvent, selon les cas là, qui nous ont été expliqués, s'appliquer ou pas. Il y a quand même des impacts sur les investissements faits en forêt naturelle. Il y en a beaucoup, M. Roy en a parlé. Et il y a des délais et il y a des coûts supplémentaires qui, selon les cas, peuvent être imposés aux producteurs. Donc, question, y a-t-il une étude de coût pour les petits et moyens propriétaires? Parce que c'est les petits et moyens propriétaires que je représente davantage, évidemment, ceux pour qui des coûts fixes vont paraître le plus. OK? Et là, je vais parler 30 secondes. Oui. Je vais parler 30 secondes en bûcheron. On aime mieux aller au bois pour des grandes superficies, mais ce n'est pas tout le monde qui a des grandes superficies. Il faut aller au bois quand même quand le bois est mature. Alors, c'est ce genre de réflexion-là. Je veux savoir s'il y a eu une étude économique à cet effet-là. Merci. Lorsqu'on parle avec d'autres territoires, d'autres MRC qui possèdent le règlement, on n'est pas plus excessif dans le règlement que d'autres territoires. Puis la santé financière des autres entreprises dans les autres territoires n'a pas été mise à mal en tant que tel. Donc, on présume que ça ne sera pas pire chez nous que ce qui se passe ailleurs au Québec. Merci. Bonjour, mon nom est Robert Couture. Je voudrais savoir le nom des ingénieurs forestiers qui ont travaillé là-dessus. Ceux qui sont. C'est-tu confidentiel? Je ne peux pas lui donner. Non. OK. Ils ont fourni le rapport. Dans le rapport, vous pouvez les voir. Donc, le fumet évolue à gauche. Mais à part l'expertise des ingénieurs à l'extérieur, je pense qu'ils ont une expertise. Un ingénieur au Québec est un ingénieur à MRC, un ingénieur à MRC est un ingénieur au Québec. Bonjour. Michel Barrière, président du PASP. Excusez, il y a quelqu'un qui adresse une question.
Dans le règlement, on exclut toujours les terres publiques, puis c'est souvent là qu'on voit le plus de coupables. Puis je trouve ça dommage qu'on n'ait pas moyen de protéger un peu plus ces terres-là. Et aussi tout le côté des périmètres urbains. J'ai vécu l'an passé une situation avec un producteur acéricole que la municipalité a décidé de faire un développement. Et justement, il n'y a eu aucun avis du voisin pour déterminer où était la ligne. Et l'arpenteur, quand il a passé, il était une dizaine de pieds là au bord de la clôture. Et ils ont même coupé des érables entaillés. Et la DG a dit, l'arpenteur a dit que la ligne était là, on a le droit de couper jusque-là. Puis, il me semble que d'avoir une bande de protection pour la zone agricole, pour l'érablière, là, par la suite, mais qu'est-ce qu'il doit penser que ça a fait? Mais les érables, tout versé par le vent. Puis, c'est beaucoup de dommages pour le producteur. Puis, je pense, dans le règlement, on devrait ajouter une norme une petite zone de protection pour, justement, les terres agricoles et les érablières. Merci. Merci, M. Denis. Le comité avait suggéré d'évacuer la bande de protection des érablières, puis d'ajouter avis aux voisins dans des cas comme ça. L'avis aux voisins permet justement une entente à la manière possible, sans venir empêcher de faire le travail. Puis 15 jours, ça permet de réaliser la ligne comme il faut. Puis sur les terres publiques, la loi ne permet pas de faire des règlements. Donc, mais je comprends votre. Bien sûr, aux terres publiques, ça sert aux associations régionales à faire des pressions auprès du gouvernement. Mais je trouve que l'avis aux voisins, je trouve ça très bien, mais les municipalités aussi devraient le faire avec eux. Noté. Bonjour, je m'appelle Sébastien Dardeau. Je suis technicien forestier. La question qui me chicote, c'est les tiges au lieu du nombre de mètres carrés à l'hectare. Parce que moi, je fais des traitements sylvicoles depuis 7 ans. La plupart des propriétaires qui ici m'ont sûrement déjà vu, parce que c'est moi qui martèle le territoire. Quand que je fais un éclairci commercial ou une coupe progressive d'ensemencement, les tiges à l'hectare, j'en enlève beaucoup plus qu'une sur 3. Parce que si j'ai un arbre gros comme ça, puis plein d'arbres gros comme ça, c'est les arbres gros comme ça que j'enlève. Mais j'enlève beaucoup moins de mètres carrés. C'est le principe des tiges à l'hectare. Moi, si tu ne peux pas enlever plus qu'une tige sur 3 dans les bandes de chemin, de voisins, de milieux humides, de ruisseaux, pas les voisins, tu dis? Plus maintenant. Mais, OK. Les milieux humides. Les milieux humides non plus? Non plus. Je peux couper. Oui. Prescription sylvicole. Si j'ai une prescription, je peux me rendre au nombre de tiges que je veux? OK. Parce que sur le bord des chemins, en tout cas, puis les cours d'eau, si je fais ça, je ne peux pas faire de traitement sylvicole subventionné. Est-ce que c'est ça qui va arriver? L'agence forestière avait, dans le fond, mentionné que ce n'était pas un problème par rapport à leur nom. Nous, c'est ce qu'on avait comme avis du côté de l'agence forestière. Ben oui, c'est sûr. Mais pour ce qui est des plantations, il y a une problématique. Là. Pour ce qui est des bandes de protection des voies publiques. Ben, c'est 40 les. Oui, mais si on va au-delà, dans le fond, c'est pas grave. C'est pas grave pour y récolter l'ensemble de la plantation aussi. Non, pas nécessairement la récolter. Oui, mais mais moi, je fais vous pourriez faire des coupes plus importantes dans les bandes de protection pour ce qui est des plantations. Puis dans les forêts naturelles, si je fais un éclairci commercial, je ne peux pas dépasser une tige sur 3 dans ces bandes-là. Ben, les chevreuils aussi, là, les ravages. Les ravages de chevreuils, non. C'est simplement pour les coupes. Lorsqu'on rentre dans les coupes totales, 70% et plus, qu'on conserve dans le règlement de coupe totale. Okay. Là, de base, il y a la conservation d'îlots, de boisés. Mais si vous avez une planification forestière qui que je mentionne l'habitat du sol de Virginie, vous pourriez y aller là, dans les travaux qui sont planifiés, qui sont prévus selon le plan qui est contenu que le propriétaire et le groupement ou l'ingénieur forestier. Oui, c'est lors de la prescription sylvicole, même si ce n'est pas des tiges à l'hectare, c'est des mètres carrés que j'enlève, c'est correct aussi. Oui, oui, ça fait. Merci. Merci à vous. Madame. Annick Turmel, ma question est, c'est pas moi qui bûche, mais je suis là parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être là ce soir. Ce qui serait important, c'est
au moment que ça va être bûché. Puis que là, c'est le pourcentage sur 10 ans. C'est ça que j'ai bien compris. Quelle méthode ça va être la vérification? Comment on va pouvoir définir qu'on a établi qu'on a atteint notre pourcentage dans ce 10 ans-là? Et est-ce que c'est à chaque année qu'on va devoir aller consulter notre municipalité pour lui dire ben, cette année, je devrais bûcher à telle place, tel pourcentage. La prochaine année, je dois remplir le formulaire sur Internet. Mais là, je dis parce que j'en connais, qu'ils n'ont pas de courriel, ils n'ont pas les moyens de remplir les informations par Internet. Comment on va faire pour faire un bon suivi de tout ce côté-là? À ce moment-là, on comprend très bien. C'est prévu, c'est possible d'appeler l'inspecteur ou d'aller aussi au bureau municipal. Donc, les autres vont avoir les accès, vont pouvoir aider les propriétaires à remplir le formulaire. Puis là, je ne vais pas présenter, là, mais on parle de formulaire en ligne, mais c'est très, très simple pour ce qui est des déclarations. Et nécessairement, c'est fait sur la bonne foi des gens, puis on fait confiance. Je pense que c'est une confiance mutuelle à établir avec l'inspecteur municipal. Ben, après ça, le suivi, c'est assuré par l'inspecteur municipal. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais du moins, pour ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas le numérique, c'est toujours possible d'appeler ou d'aller au bureau municipal. La vérification après 10 ans, ça va être quoi? La vérification, ben, en fait, c'est sûr que les déclarations, comme elles sont faites, elles sont compilées, elles sont comprises, donc dans le fond, sur l'interface, on va pouvoir. D'ailleurs, Marie pourrait vous présenter l'interface de Coloraire. Donc, il y a l'inspecteur et tout ça, donc il va pouvoir compiler tout ça, faire sa vérification. Ça va faire partie de son travail à lui, non pas du travail au propriétaire. Donc, s'il y a des situations particulières, l'inspecteur va joindre le propriétaire. Ça, c'est le travail de l'inspecteur municipal. Okay? Mais on peut vous montrer un peu la plateforme, ça avait été mentionné. Mais... Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, mais la déclaration, c'est 5 questions. C'est beaucoup plus rapide que la version papier que vous avez connue dans les dernières années, pour ceux qui l'ont connue. Donc, pour vous montrer rapidement, c'est, puis là, il va y avoir des ajustements pour permettre le 40% dans l'alimentation. Est-ce que vous coupez plus ou moins que 30%? Oui, non. Sur quelle superficie? Ensuite, on va vous demander votre numéro de matricule. Est-ce que vous effectuez vos travaux vous-même ou à l'aide d'un entrepreneur forestier? Puis, est-ce que vous avez bien pris connaissance des éléments particuliers sur votre terrain? On peut le faire ensemble. Là. Par exemple, si je fais seulement une coupe de jardinage sur 5 hectares, ensuite, on va me demander un numéro de matricule que je crois que j'ai en mémoire. Juste ici. Ah bon, fait que là, on voit ensuite c'est quoi la question qu'il nous demande. Il sait automatiquement à qui on s'adresse. Il est assez intelligent pour savoir c'est quoi ce numéro de matricule-là. Vous allez pouvoir constater directement sur votre lot qu'est-ce qui est présent. Vous voyez les milieux humides, les cours d'eau, tous les éléments que peut-être vous avez des questions. C'est directement disponible dans la plateforme, que ce soit une déclaration ou un certificat d'autorisation, vous voyez la même chose que l'inspecteur municipal. Il n'y a pas de surprise de savoir sur quoi vous allez pouvoir poser des questions. Vous avez accès à l'information directement quand vous faites votre déclaration. Puis c'est ça. Ensuite, on voit les dernières petites questions à la fin. Par exemple, si c'est vous qui faites les travaux, ben, vous le mentionnez, c'est tout. Puis ensuite, on peut passer au suivant et c'est juste quelques petites questions. Ça, c'est juste si on fait le. Ah, je suis désolée, il faut mettre un courriel absolument pour passer à la question suivante. Je vais mettre un lien. Il n'y a pas de courriel. Bien, si vous n'avez pas de courriel, vous allez au bureau municipal, comme c'est le cas depuis 2008. L'inspecteur municipal va vous prendre, va vous montrer comment faire la procédure. Ça va être très simple, ça ne sera pas plus long que ce que c'était depuis 2008. Puis vous n'êtes pas obligé de le faire en ligne si vous ne souhaitez pas le faire. C'est vraiment pour accommoder les gens qui n'arrivent pas sur le territoire, qui ne veulent pas aller dans les bureaux municipaux. Donc, pas d'inquiétude, là, c'est l'option à mettre disponible. Je vois sur le site de la MRC, ça. Site de la MRC, municipalité, on va vraiment diffuser de façon générale. On a aussi une infolette qu'on utilise sur le territoire. S'il y en a qui souhaitent être abonnés à cette infolette-là, on va envoyer l'information directement dans l'infolette. Donc, vous allez avoir le lien de connexion. Appelez
commencer. Après, dans les municipalités, si vous avez des questions particulières sur vos lots ou situations particulières, tantôt, monsieur avait une question. Si vous avez peu assez d'informations ce soir et que vous voulez regarder votre cas particulier, on est disponible tous les jours de la semaine, n'importe quand, prenez rendez-vous, vous pouvez venir en personne, on va regarder votre situation puis voir exactement ça va être quoi l'impact du règlement chez vous. Mais de façon générale, par rapport à 2008, il n'y a pas beaucoup de changements. Vous allez continuer vos travaux forestiers comme vous l'avez toujours fait depuis de nombreuses années. C'est ça le projet. Oui. Bonjour. J'ai une question. Je m'appelle Éric Roy. Je suis ingénieur forestier à la Forêt coopérative de services forestiers. Puis j'ai une question plus technique par rapport au ravage de serre de Virginie. Dans le projet initial de règlement, il y a été question de coupe totale d'1 hectare maximum, puis de coupe là, avec des bandes de 60 mètres. Puis, à ce que j'ai vu dans les modifications qui avaient été faites, ça, c'est plus présent. J'aimerais bien confirmer que c'est ça. C'est encore présent. En fait, ce qui se retrouve, c'est lorsqu'on fait des coupes totales, mais si vous avez une planification dans le plan d'aménagement forestier pour les propriétaires dont vous vous occupez, qui considèrent qu'un volet à toute serre de Virginie, à ce moment-là, ça pourrait déroger dans la norme. C'est juste de s'assurer, dans le fond, qu'on a des travaux qui respectent le serre de Virginie, en fait, son habitat. Pour éviter les problématiques là, avec le serre de Virginie. Donc, ça, on pourrait le déroger dans le nom. Puis c'est simplement pour, lorsqu'on a des coupes totales, 70% des types et plus. OK. Donc, ce que je comprends, c'est que cet élément-là est encore présent. Je n'ai pas le droit de faire une coupe de plus qu'1 hectare dans un ravage répertorié. Et je me dois de garder une bande de 60 mètres entre chacun de ces hectares-là. Et le plan d'aménagement forestier a un volet, comme ça, avec le serre, ça après ça, on va pouvoir déroger de cette norme. C'est bon, ça répond à ma question. Merci. Bonsoir, François Tard. J'ai un gros problème, je ne suis pas techno. Moi, les ordinateurs, ça chicane. C'est toujours sur le papier, mais on m'a dit que je pourrais me rendre au bureau municipal. De dire que ça ne coûte rien, tout est gratis, il faut s'entendre. Si l'inspecteur s'occupe de ces dossiers-là, si on engage un urbaniste pour y aller, ça va coûter de quoi? On va le payer par les cochets, par la municipalité qui va augmenter nos taxes, tout simplement. Deuxièmement, je pense c'est parce que il y a quasiment un dédoublement. Le gouvernement donne des argents au regroupement forestier pour les ingénieurs et tout ça. Et puis, la même chose, on a un syndicat de producteurs de bois de la Rive-Sud qui nous représente. On a le regroupement, ils ont les ingénieurs. On peut faire des plans, ils reviennent sur place. Ma question dit que si j'ai des plans forestiers, j'appartiens à un regroupement forestier, tout ça, j'ai-tu besoin de m'occuper des affaires de la municipalité? Le professionnel pourrait s'en occuper pour vous. Je pense que ça fait partie des services qu'ils peuvent vous offrir, en fait. Puis, pour ce qui est de l'inspecteur municipal, il est déjà payé par la fonction municipale, d'où la légèreté administrative aussi, une meilleure compréhension des outils. Puis, cette plateforme-là va aider à ça par rapport au papier et au suivi qui est à faire. Bien là, on vient d'alléger la tâche de l'inspecteur, c'est ce qu'il nous avait dit. Et si vous avez des cas où vous avez, avec le groupement forestier, il pourrait vous appuyer là-dedans. Mais il faut quand même que je passe par la réglementation municipale, même si je fais partie du regroupement forestier. Comme depuis 2008. Merci. Bonjour, Martin Arrivé, c'est sûr des producteurs forestiers du sud du Québec. J'habite à Nord, je suis natif de Saint-Adrien-de-Ham, les gens qui me connaissent ici bien. Voilà. J'ai 161 acres à Saint-Camille. J'ai 595 mètres sur le long de la route durant 13. Donc, j'avais l'an dernier la sapinière mature, OK? Donc, on voit dans ce que vous avez présenté là, que la récolte majeure
Il n'y a plus possibilité de faire la coupe totale maintenant. Là. Donc, c'est disparu au niveau des arbres matures. Là. Donc, moi, 30 mètres sur 595 mètres, ça fait 4 acres. OK? Donc, 4 acres de mon terrain. Moi, ce que je veux savoir, c'est dans le nouveau règlement, que ce qu'il faudrait que je fasse à ce moment-ci, c'est récolter 30 de mes arbres qui sont matures et aux 10 ans. Donc, le reste, qu'est-ce qui se passe? Puis, moi, ce que j'en comprends, c'est qu'aux 10 ans, je ne peux pas repasser, donc le reste tombe. C'est bien ce que je comprends. Puis, j'aimerais savoir des éclaircissements là-dessus parce que c'est important. Puis, il y en a beaucoup ici dans la salle, dont c'est le cas. Ils ont des boisés jusqu'au bord des eaux. Donc, moi, je veux savoir c'est quoi l'impact. Puis, si je ne peux pas le récolter maintenant, puis que ça tombe petit à petit, je vais faire venir des équipements pour les récolter. Il n'y aura pas assez d'eau pour intéresser quelqu'un à venir le faire. Donc, pour moi, c'est une perte nette. J'aimerais ça savoir pourquoi on fait ça, et pourquoi qu'un ingénieur forestier ne peut pas me prescrire le bon traitement sur cette superficie-là, même si c'est régénéré, ça d'eau partout en dessous, là, je serais obligé de la laisser tomber. C'est ça que le règlement dit maintenant. J'aimerais avoir la réponse là-dessus. S'assurer du patrimoine, le paysage en tant que tel. C'est vraiment ce qu'on vise dans le règlement. Mais là, j'ai mort une banque, donc c'est une norme C'est une norme qui est en vigueur aussi sur des territoires comme MRC de Prescott, MRC du Val-Saint-François, puis c'est même une norme aussi sur le site des syndicats de producteurs de bois qui est proposée dans un règlement type 40% volume, donc l'équivalent de 30% des tiges. Donc, ce règlement type. C'est faux, c'est le contraire, ça. Ça, c'est faux, ça. Monsieur Lebel, on peut s'estimer longtemps sur 30-40%. C'est une autre question que j'aurais aimé poser, mais je suis limité dans le temps. Merci pour la réponse. Ça complète la question. Monsieur? Alain de Boudreau-Top. Moi, je pense que passer aux 10 ans dans notre forêt, on va avoir une très grande perte de bois. Ça ne respecte pas la possibilité. Depuis 2008. Ça ne respecte pas la. Les arbres sont matures, là, ils sont atteints à 2 arbres. Là. Tu t'attends-tu quand tu vas leur couper 30% que le reste à côté va rester une poutre par le vent? Bon, prendre une autre question. On en voit plein de bois tombés partout que je trouve de valeur que le monde ne récolte pas. Puis là, tu es en train de me dire que chez nous, il va être rendu comme ça. Le bois tombé, tu peux le récolter. Oui, mais si j'ai récolté déjà mon pourcentage, puis les vents passent par après, tu es en train de me dire que je vais j'attendre 10 ans. Vous pouvez, quand On va attendre que ça ait versé avant de les récolter. D'abord, l'exemple ici des arbres endommagés, ça peut être récolté. Mais tu récoltes ton pourcentage, puis après, il passe un grand vent, puis il en retombe, on va dire, une demi-vent. On va aller sur les bords des voies publiques ou en forêt, parce que là, si vous avez une prescription qui vous demande de récolter plus, il n'y a pas aucun problème. Là, on ne dit pas récolter 30 ou 40%, on mentionne simplement qu'il faut une prescription. Qui paye la prescription? Qui a fait la prescription? Qui a payé? Ben, il y a le propriétaire, il y a aussi des subventions qui sont prévues par les programmes. On ne payait pas avant, c'est pas vrai. Les arbres tombés, vous pouvez les récolter. Non, mais tu réponds pas, on ne payait pas avant. Je retournais au bois, puis j'en ai ramassé ce que le vent m'a fait tomber, puis on payait rien. Puis on était contents. C'est déjà prévu dans le règlement en tant que tel. Il n'y a pas ça dans le règlement. Il y a un monsieur qui avait demandé, il a déjà posé sa question. Je te dis ma question. Non, mais. Moi, je donne la question à quelqu'un. Tu me donnes la question à quelqu'un. Maxime Larrivée, Saint-Adrien. Je vais commencer par un commentaire. Là. Je sais bien vu qu'il n'y avait pas de commentaire, là, mais les autres, on avait été au conseil municipal de Saint-Adrien. On devait être une trentaine de producteurs forestiers. Puis on a clairement dit qu'on voulait qu'on parle plus, ça étire un peu plus, puis qu'on en parle plus, les consultations publiques, la moitié du monde, plus que la moitié, 3/4 du monde ont manqué ça. On n'a pas vu ça passer nulle part. Là, notre maire nous a dit, on vous a entendu, mais c'est pas ici que ça se passe à soir, il va falloir venir le 27 novembre au conseil de la MRC des sources. C'est là qu'il faut donner notre opinion, puis c'est là que vous allez voter pour adopter le règlement, puis c'est que ça se passe. Hier, on a entendu un article, une entrevue
de Grimard à la radio. C'est moi, ça. Ouais. Il disait que on venait ici à soir, que les producteurs étaient invités à soir pour se faire expliquer le règlement. Puis de quoi qu'ils allaient être obligés de faire. Puis après ça, qu'ils passaient au vote. Puis qu'on avait juste une question, pas de commentaire, 1 minute par personne. C'est comme si on se faisait, venez vous défendre ici le 27 novembre, mais vous avez une muselière sur la bouche. C'est comme, je ne veux pas rien faire. Là. Puis c'est comme si votre règlement est déjà adopté. De ce qu'on comprenne dans le règlement. Question. Je vais laisser tout le côté technique aux ingénieurs. Je ne suis pas ingénieur, pas technicien. Fait ont des bonnes questions, c'est fait. Je vais y aller plus du côté des dispositions pénales. Moi, si je comprends bien, là, la loi gouvernementale là, qui est citée, RAQ 19.1, article 233.1, tu vas voir ça. Là, mettons que moi, je vais y aller à un exemple, c'est moins compliqué. Je vais aller toucher moins de 10%, fait que j'ai pas de déclaration à faire, mettons. Puis, il y a un inspecteur qui passe, je sais pas, moi, il dit qu'il va y voir, puis j'ai fait 15%. J'aurais récolté 15%, là, il y a eu une plainte, puis je vais-tu avoir les pénalités sur le 5%, tu sais comment ça fonctionne? Parce que quand on regarde les pénalités, là, on peut aller 100 000 hectares. C'est la faillite automatique, mais. Là, c'est pour les 10%, puis mettons, pour les entre 10 et 30%, mettons, même affaire, je déclare 25%, puis il y a un inspecteur qui passe, j'en ai récolté 35%. C'est quoi, 100 000 hectares encore? Vous ne pouvez pas demander à la MRC de le faire en compte de ce que le gouvernement demande obligatoirement de prévoir dans ses règlements. Puis ensuite, pour ce qui est du jugement de l'inspecteur, les plaintes et tout ça, les actes de bonne foi, il y a aussi un travail à faire de ce côté-là. Puis c'est pour ça qu'on veut absolument rendre ça plus facile pour éviter qu'il n'y ait pas de déclaration, qu'il n'y ait pas de certificat d'autorisation, que les gens comprennent bien le règlement. On veut afficher le plus possible d'outils pour que ce soit compris, pour éviter des situations. Mais pour ce qui est de ce que la loi oblige au MRC à mettre dans le règlement, pas de contrôle pour nous. Donc, c'est ce que je peux répondre. Donc, les pénalités prévues sont celles que la loi dit. Donc, si je fais une erreur, j'ai mal fait ma déclaration, ça a faillite. Parce qu'il y a des sentences administratives pour ce qui est de l'omission de déclaration. Ça veut dire qu'il y a d'autres sentences en plus? Non. Non, la sentence administrative, c'est d'abord, c'est pas les sentences pénales. La sentence administrative, d'abord. On a prévu tout ça, cet élément-là. Et ça, là, il n'y a pas de montant, dans le fond, les sentences administratives. Moins. C'est pas les montants qui sont inscrits, là, je ne sais plus par cœur, mais ça commence par 100 $. Si vous avez pris 15%, puis vous pensez que c'était 10, c'est 100 $. Puis il y a de très bonnes chances que l'inspecteur dise c'est ton premier avertissement, fait que la prochaine fois, s'il te plaît, va remplir tes centaines qui sont en ligne. Pour compter tes tiges, sans confiance pour compter tes tiges. Tout à fait. Dans la question, madame. Oui, Sébastien. C'est quoi la définition d'une tige endommagée? C'est écrit dans le projet de règlement. Oui, là, par contre, je n'ai pas la définition, mais peut-être Ben, j'invite les techniciens, les ingénieurs à venir voir d'une façon spécifique Philippe et Marc-Marie pour pouvoir vous donner exactement. Un arbre endommagé, arbre en mauvais état, affecté de manière visible par le feu, le vent, la fonte ou une inondation, etc. Ça doit être un dommage visible. Les branches cassées, il manque des cordes, ainsi de suite. Est-ce que ça répond à votre question? Avoir une autre question? Madame? Je te donne ma question. D'accord. Mélanie Chidivaco, dans le fond, c'est juste le point d'abattage pour les changements de vocation au point 4.9. Je voulais savoir si dans le milieu humide, identifié sur la carte, si vous pouviez mettre la note de 4.2.6, on peut toujours modifier selon une caractérisation de milieu humide par un professionnel ou par un biologiste. C'est juste une subtilité. Ben, dans le fond, ici, là, sur la question 4. Sur le règlement 4.9, c'est marqué au point C, dans un milieu humide potentiel identifié sur la carte. Quand tu recules au règlement 4.2.6, c'est marqué il est permis de déroger au paragraphe précédent ou du présent article lorsque le rapport du biologiste ou du professionnel compétent.
Je voulais juste rajouter. Ah, c'est en tout Dans ça. tout temps, si vous avez un rapport qui dit qu'il n'y a pas de milieu humide sur votre lot, s'il n'y a pas de milieu humide sur votre lot certifié par un professionnel compétent, ça ne s'applique pas à vous. On va reconnaître un rapport. Ok, c'est juste de savoir que ça concernait juste. Parce que vous avez la version de juin, tu sais, la version finale, je pense que le code QR il est disponible. Là. Si les gens souhaitent aller consulter le projet de règlement de ce soir, il y a un code QR, je pense, à l'entrée que vous pouvez consulter. Puis, en tout cas, soyez certains de ça, il n'y a pas de problème. Bonjour, Paul Roy, la forêt coopérative de services forestiers. J'ai pris la question de quelqu'un d'autre. Juste comme ça, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait friser les oreilles, pas pire. Là. Je vais prendre mon exemple là, de tantôt, l'exercice pré-commercial. J'arrive dans le peuplement, je vais me faire des chemins de débardage qui vont enlever un bon pourcentage de tiges. Ensuite de ça, je vais enlever les tiges moins belles, plus petites. Et je vais enlever ce qui est enlevé jusqu'à 30 parce que je ne peux pas aller plus loin. Y a-tu vraiment quelqu'un ici dans la salle? Là? Je veux vraiment l'avis de tout le monde. Y a-tu vraiment quelqu'un qui pense que j'enlève 40 du volume? M. Lebel, c'est vous qui avez répondu 30 des tiges, 40 du volume. Là? Je veux savoir si je suis dans mon traitement d'exercice pré-commercial, que je récolte même pas la possibilité de forestière en faisant juste mes chemins de débardage, en récoltant les tiges les moins belles. Je veux avoir votre avis, je veux avoir l'avis de tout le monde ici. Là. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui pense que je vais récolter 40 du volume? On ne prétend pas que la conversion à 30 des tiges est parfaite. C'est une façon d'utiliser le nombre de tiges parce que c'est ça qui est comprenant par les ressources municipales. Des fois, 30 de tiges, c'est 50 du volume. Les ressources municipales, ce ne sont pas des professionnels forestiers. Non, parce pourquoi on va dire des professionnels forestiers qui savent ce qu'ils font? Puis qui eux autres connaissent la possibilité Si vous forestière. avez des restrictions, vous allez pouvoir récolter ce que vous voulez, à l'exception des milieux sensibles dans les bandes de protection. En autant que j'ai une déclaration obligatoire, parce que je vais aller au-delà. C'est 5 questions, la déclaration obligatoire. Oui, puis ça va me prendre un certificat parce que je vais aller au-delà du 30 parce que ça n'atteint pas 40 du volume et de la possibilité Vous allez forestière. avoir votre prescription, vous allez pouvoir faire vos travaux. Oui, puis ça va me coûter 20 frais. Ils vont être subventionnés. En plus de ça, c'est sur 10 ans. Il y a du bout qui va se faire quelque part. Mais là, il y a un mythe. Là. Il y a 60 des propriétaires. M'excuse, M. Roy. Qui n'ont pas le statut de producteur forestier, donc qui n'ont pas de droit. Parfait. Vous y aller. Parce que On vous il y a quand entend. même des limites à se faire remplir. Il y a 38 des propriétaires en Estrie qui ont un statut de producteur forestier, donc qui ont droit aux prescriptions gratuites payées par l'agence. Le 62 restant, il est obligé de payer de sa poche. Puis une vraie prescription sylvicole, ça coûte minimalement 500 $. Et ça coûte souvent plus cher que ça. Donc, essayer de dire que c'est gratis et que ça ne coûtera pas cher, c'est pas vrai. On devrait pouvoir en tout temps récolter la croissance du peuplement. C'est comme ça en agriculture. C'est comme si on demandait aux propriétaires d'un verger, mais tu vas ramasser 70-75 des pommes, puis pour le reste, ben, va te chercher une prescription d'un agronome. Ça n'a pas de bon sens. On a... Monsieur Roy, c'est votre opinion. Posez la question celle dont j'ai forestier, ça rendement plus. C'était aussi de l'opinion que c'était possible de rendement supérieur. J'ai une certaine expérience, je me considère comme un professionnel. Merci, M. Roy. On attendait au président des producteurs de sirop de l'Estrie. Ma question est simple, elle ne sera pas technique. Qu'est-ce qui vous a amené à adopter ce genre de réglementation? La cocaïne. Non, mais je vais en aller où, ça? Je vous présente au début de la soirée, peut-être pas, M. Bell, mais dans le fond, oui, tout à fait. Bon, on souhaitait alléger au niveau administratif. Par rapport à l'UMRI. Non, je veux une réponse. J'ai posé une question simple, je veux une réponse. La fiabilité aussi du règlement qui était importante, autant pour les producteurs forestiers, aussi pour les professionnels, et aussi pour les inspecteurs municipaux. Quand je l'ai vu, votre règlement, je suis dans une autre MRC, j'ai dit il y a eu de l'abus, il y a eu quelque chose. Sensiblement la même chose sur plein d'autres territoires, on n'est vraiment pas innovant sur ces aspects-là. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé Il se passe des cas présentement sur le territoire qu'on n'est pas capable de contrôler parce que le règlement de 2008 ne
remonter dans mes cours. Non, mais Plusieurs là, aspects. dans On le peut avoir un fond, vous règlement ne qui reconnaissez s'applique pas à le ça. professionnalisme. On reconnaît le professionnalisme à travers le règlement. Il est écrit sur mesure. pour les Mais comment professionnels. se fait ça? Tu viens d'admettre qu'il se passe des cas, c'est quoi? C'est quoi? Il se passe des cas d'abattage illégal que je ne peux pas nommer. Mais capable de pourquoi tu contrôler. dis que c'est illégal? Parce que c'est des abattages illégaux. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, moi, je ne parlerai pas des cas spécifiques, je peux juste vous mentionner qu'il y a des. Non, mais là, vous allez adopter un règlement restrictif sur des interprétations. On s'est comparé avec plein d'autres MRC autour. Non, mais qu'est-ce qui vous amène à adopter? Vous dites que vous avez lu le règlement. Oui. Est-ce que vous avez pris le code QR qui est à l'entrée? Vous Non, avez mais- lu celui qui était sur le site Internet depuis la Non, mais j'ai posé une question Vous simple. avez dit que vous aviez lu le. J'ai posé une deuxième question. Vous ne reconnaissez pas le professionnalisme. Oui, on reconnaît le professionnalisme des forestiers, Mais vous mais faites on pas veut, confiance. Vous faites pas on confiance. veut s'assurer de pouvoir avoir, que ça soit équitable pour l'ensemble de la collectivité. Mais c'est quoi les idées? Pardon? Allez-vous prévoir des compensations financières ou des Non. papiers? Des évaluations fiscales? Non, Oui, mais vous êtes reconnaissant. merci. Vous adoptez un règlement sur l'interprétation que c'est On une cour avait- abusive. On avait un règlement en 2008, on l'adopte, on le révise ce soir, et lorsqu'on se compare avec les autres MRC, on pense qu'on n'est pas plus faux. C'est faux. C'est votre questionnement. Mais vous ne trouvez pas là, que vous n'avez assez de même à gérer? Ben, c'est l'obligation de pouvoir s'assurer. Les dédales administratifs. Ouais, On a de la misère à avoir des permis de construction dans un délai raisonnable. ça dépend où, là. Non, Chez nous, j'ai pas de problème. L'incompétence, moi, d'avoir tous les niveaux. Merci beaucoup pour votre commentaire. Oui, bonjour. J'aimerais savoir si un fossé de ligne compte comme un cours d'eau. Non. Un fossé, non. OK. Même s'il est quand même assez gros, qui fait comme 3 terres. La réponse est non. OK. Merci. Justine Bergeron, Saint-Georges. Moi, je fais une constatation. J'ai examiné des photos aériennes de 1945. La région est boisée à 20 dans certaines municipalités, puis à 30 %. Aujourd'hui, on est à 70 %. Ça veut dire qu'il y a des producteurs qui n'ont pas saccagé la région, ils l'ont améliorée. Pourquoi un règlement qui vient nous imposer? Et ça, pourquoi du règlement, je m'excuse? Il découle d'une loi abusive. C'est pas vous autres qui avez décidé de nous compliquer la vie, là. C'est la loi qui nous impose quelque chose qui est inacceptable. Est-ce qu'on peut ensemble refuser la nouvelle réglementation qu'on nous dépose? Il y a des choses qui sont des plus, je l'ai tout lu de A à Z sur le projet. Je n'ai pas vu le dernier texte, là, mais il y a des grandes améliorations. Il reste des lacunes qu'il faut corriger. Tantôt, on a demandé que ce soit reporté de 2 mois pour qu'on puisse aplanir les difficultés, et je réitère cette demande. C'est pas tout mauvais. Merci beaucoup de votre commentaire, Mme Bergeron. Et pour terminer, monsieur. Bonjour, Claude Larose. Je vais vous faire tout simplement un petit commentaire. Et je suis à peu près sûr que ça va tomber dans le vide, là, compte tenu de l'avancement des travaux. Mais il me semble qu'un des principes directeurs qui aurait dû être nommé, c'est la responsabilisation des producteurs forestiers. Ça aurait dû être basé là-dessus. Tous les producteurs qui sont ici, là, je pense qu'il n'y a personne qui a intérêt à ce que sa forêt se dégrade et aille dans le mauvais sens. Ils sont tous dépendants, ils veulent que ça réussisse. Et il me semble qu'un règlement comme ça, on sait que c'est un contrôle exercé par l'État. Notre État local, là, mais c'est un contrôle exercé par notre État. Donc, la responsabilisation s'en vient à la municipalité et à la MRC. Alors, ça devrait être le producteur qui est responsable. Et tout le règlement, là, c'est du contrôle. Il y a en 2008, le règlement italien. Pardon? Il y avait un règlement. Mais ce règlement-là, là, est-ce que je cherche, excuse, je vais terminer, là, est-ce que je cherche aucune MRC n'est obligée d'avoir un règlement sur cet aspect-là? Il me semble que c'est ça.
Donc, si c'est ça, c'est un choix que vous avez fait. Et on l'a déjà fait parce que j'étais maire à l'époque. 2008. En 2008. OK, on l'avait fait. OK? Mais là, on se rend compte à l'usage, c'est peut-être pas la bonne voie. Mais moi, je suis pas contre un règlement. Je suis contre le contrôle que le règlement peut dégager et exercer. Et c'est ce contrôle-là que je sens. Et la responsabilité du producteur, je ne suis pas là. Merci. André Pilon. Considérant l'importance de l'enjeu, est-ce qu'il était absolument impossible dans votre agenda de trouver un horaire qui aurait permis à toutes les personnes intéressées d'être présentes? La loi ne nous obligeait même pas à faire une soirée d'information. On trouvait important de bien informer l'ensemble de la population. Suite à l'adoption du règlement, s'il est adopté ce soir, il va y avoir un code d'outils de mise en place sur le site Internet. Les ressources compétentes de la MRC, Philippe, Marie, il y a plusieurs personnes qui vont être là pour vous accompagner, pour bien comprendre le règlement. Ne vous fatiguez pas trop à mettre des contraintes. Il y en a d'autres qui vont le faire. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Oui, madame. Oui. Moi, j'aimerais ça parler au nom de l'ensemble des inspecteurs municipaux du territoire parce que lui, vous avez l'air de savoir 100% qu'est-ce qui se passe en tout temps. J'aimerais vous faire part du côté de la culture où est-ce que nous, on est. Parce que moi, je reçois des appels de plaintes de producteurs forestiers. Peut-être certains parmi vous dans la salle. Ces gens-là qui ont des préoccupations, puis il faut leur répondre. Nous, notre job comme municipalité, c'est de gérer la forêt pour l'ensemble des citoyens, pas juste pour les producteurs forestiers. Oui, c'est ingrat. Il faut prendre des décisions pas populaires. Il faut tracer la ligne de c'est quoi un seuil qui est acceptable ou qui n'est pas acceptable. C'est juste ça le but du règlement. En respectant pas la possibilité forestière. Ça, Moi, c'est je pas une chose, c'est que la possibilité forestière, il faut la respecter. Pourrais-tu savoir, c'est comme ton titre? Moi, je suis biologiste. C'est pas une professionnelle de la forêt. Pas une professionnelle de la forêt. On ne remplace pas les ingénieurs forestiers. Vous pouvez faire pratiquement ce que vous voulez avec une prescription. Si vous n'êtes pas accompagné par un professionnel, vous pouvez faire 1 à 2 ventes de bois sans problème, 3 à 5 ventes de bois en remplissant 5 questions. Vous en avez dans la marge de manœuvre. Donc, ça complète la soirée d'information. Toutes les années, pour moi, c'est pas difficile. Oui, mais on est C'est pour le technique, c'est fini. Sur 10 ans, c'est 1% de la forêt par année. C'est terminé. C'est terminé. Vous pouvez aller voir les professionnels.